Alors l'époque qui va suivre, c'est le grand empire de Bagan. C'est l'époque de gloire de l'histoire du Myanmar. C'est un empire qui dura 440 ans. Alors cet empire commença par l'érection des murs de la cité de Bagan en 850 de notre ère. Mais il fallut attendre environ 200 ans avant que les constructions à grande échelle ne commencent à Bagan. Je vais vous montrer quelques exemples de ces constructions qui sont extraordinaires. Alors en ce qui concerne le bouddhisme, on a toujours cette entrée très, très forte du bouddhisme Theravada en provenance du sud de l'Inde et de Ceylan. Et cette religion, le bouddhisme Theravada, va être adoptée par les empereurs de Bagan. Et ça va signifier que l'influence qui provient du nord de l'Inde, qui est là depuis le 9e jusqu'au 12e siècle, le bouddhisme Mahayana et le bouddhisme, vont très progressivement disparaître. Et on va se trouver à la fin de la civilisation de Bagan avec un bouddhisme qui est uniquement Theravada. Alors, quelques vues sur la plaine de Bagan. Des stupas, ici, des temples, en voilà d'autres, en voilà encore. C'est une vision absolument incroyable. Je crois que la plaine de Bagan a la plus grande concentration de monuments religieux au monde. Il y a eu plus de 10 000, je crois que je le mentionne ici, plus de 10 000 temples bouddhistes construits dans cette plaine. Aujourd'hui, quand on va visiter Bagan, il y en a, vous avez vu les images, il en reste environ 2200 qu'on peut visiter. Et, vous voulez dire que c'est exactement Bagan? Alors Bagan, c'est, si on peut peut-être remonter l'image. Alors Bagan est ici. Vous avez le delta de l'Irrawaddy. Le grand fleuve de l'Irrawaddy remonte ici. Bagan est sur le fleuve de l'Irrawaddy. À ce moment-là, à la hauteur de Bagan, le fleuve tourne un peu vers la droite et remonte en direction de Mandalay. Donc c'est sur l'Irrawaddy, à environ 800 km au nord de Yangon. Donc c'est à l'intérieur des terres. C'est un endroit extraordinaire parce que c'est l'endroit aujourd'hui encore le plus sec et le plus chaud de toute le Myanmar. Pour avoir choisi cet endroit est un peu surprenant, mais naturellement ce sont les rois qui décidaient et puis le peuple devait suivre, bien sûr. Alors, Bagan a été envahi par les Mongols et les historiens mettent la fin de l'empire de Bagan en 1287. Il n'y a pas eu de grande bataille, il y a eu une entrée des Mongols qui a complètement déstabilisé l'empire de Bagan. Et bon, la vie a continué un peu à Bagan, plus ou moins comme elle était, mais sans empereur. Et puis, finalement, dans le XIVe siècle, la ville a été abandonnée. Alors, quelques exemples de l'art de l'art bouddhiste de Bagan. On remarque une forte indication hindoue dans la manière de traiter le visage et le corps. Voilà deux grès. À gauche, on trouve le prince Siddhartha, qui deviendra le Bouddha. Il quitte son palais et pour commencer sa vie d'ascète, une des premières choses qu'il fait, c'est de se couper les cheveux. Et à droite, on trouve le même personnage, mais déjà le Bouddha, en position, les deux sont dans la même position. Mais en regardant le visage, on voit un visage allongé, un nez très, très long, et des traits distinctement indiens, pas du tout qui ne s'approchent de rien de ce qu'on trouve en Birmanie. Un autre exemple, c'est un bronze du XIIIe siècle, vers la fin de la deuxième partie de l'empire de Bagan.
Alors on voit ici le traitement par exemple du vêtement est un peu différent de ce qu'on a vu auparavant où le vêtement Gupta était comme un voile. Maintenant on remarque que le vêtement peut être reconnu, en particulier l'écharpe. On voit bien sûr les marques du cou, les oreilles très pendantes mais qui ne touchent pas les épaules. Le nez très, très puissant, c'est un nez aquilin, vous voyez, très, très hindou, indien. Le menton un peu prominent. Et la bosse crânienne est très élevée. Et maintenant, on trouve en dessus de la bosse crânienne un petit élément qui représente une flamme. Et à partir de ce moment, en Birmanie, la grande partie des Bouddhas auront toujours un élément en-dessus de la bosse crânienne, jusqu'à l'époque de Mandalay. Et on discutera de ça tout à l'heure. Voilà un autre exemple d'un Bouddha de Bagan, un bronze également, tout à fait du même type qu'on vient de voir. De nouveau, bon, là, tous les Bouddhas de nouveau sont dans la même position, touchant la terre avec la main droite et la main gauche retournée comme dessus. Les oreilles de nouveau très pendantes mais sans toucher les épaules et puis bon, le nez très aquilin, donc un profil très indien. Alors j'ai aussi inclus cette image d'un Bouddha couronné parce que c'est un élément artistique au Myanmar qui a eu ses débuts pendant l'ère de Bagan mais qui deviendra par la suite de plus en plus important. Et il y a beaucoup de théories qui essayent d'expliquer cette évolution d'un prince qui devient un ascète et puis qui tout d'un coup redevient un roi. Et il est très difficile de s'arrêter sur une théorie ou l'autre, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'à l'époque, les rois et les empereurs à Bagan étaient considérés comme les défenseurs suprêmes du bouddhisme. Et ils voulaient naturellement être associés de près au bouddhisme, et peut-être que de là vient cette tendance à avoir des Bouddhas qui sont représentés comme des rois. Alors en sommaire, cette iconographie bouddhiste est très différente de ce qu'on a vu tout à l'heure, parce qu'elle est très, très uniforme. Ce qui nous indique que les écoles bouddhistes à Bagan étaient très fermement implantées, elles imposaient des canons qui devaient être maintenus par tous les artistes. Et alors, toute cette production artistique naturellement était faite localement par des artistes locaux, mais les modèles du Bouddha étaient tous importés. Ce sont des modèles du Bouddha avec